Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puisse-t-il vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Aujourd'hui, j'accueille Sam Bloch. Je l'ai rencontré sur un atelier d'Ébacteurs. D'Ébacteurs, c'est une association dont l'objet est de sensibiliser tous les citoyens, jeunes, moins jeunes, politisés ou non, au débat public en jouant à voter une loi. Cela m'a rappelé mes années où je travaillais à l'Assemblée nationale et m'a permis de rencontrer Nelly et Sam, également intervenants. Avec Sam, nous avons en commun la thématique du burn-out et des approches très complémentaires. Alors que j'accompagne l'épuisement professionnel en déconstruisant des automatismes et des schémas sociaux périmés, puis en reconstruisant un écosystème qui fait enfin sens, Sam a une toute autre méthode, plonger. Immerger son corps et son esprit dans le silence et la sérénité du monde sous-marin pour se couper du stress qui règne toujours à la surface. Bonjour Sam. Bonjour Violaine. Peux-tu te présenter ? D'accord, je m'appelle Samuel, je suis moniteur de plongée et depuis 2 ans, j'ai été formé à un protocole qui s'appelle Batismed, qui est un protocole de gestion du stress, qui consiste à pratiquer des exercices de sophrologie, de méditation, en immersion, avec des bouteilles sous l'eau jusqu'à de 3 à 20 mètres en fonction de l'avancée du protocole. Je sais que tout ça n'a pas été lisse depuis que tu es rentré dans le monde professionnel. Disons que ça n'a pas été ta première idée. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, voilà, ce cheminement vers ce que tu fais aujourd'hui, et peut-être nous dire quel est le moment où tu t'es senti le droit de penser à un meilleur alignement professionnel. Oula, oui. En fait, tout a commencé à une période où ça allait pas bien. Je sombrais dans quelque chose que j'appelais de la dépression, du burn-out, avec des problèmes d'addiction. J'ai jamais posé de réel diagnostic dessus. J'ai jamais consulté spécifiquement pour ça, mais en tout cas, je savais que j'étais malheureux dans ma vie et que ça n'allait pas. Et à cette période, je découvre la plongée sous-marine. Ça faisait très longtemps que je voulais en faire. C'était un loisir. Ça m'a permis de garder un semblant d'activité, de vie sociale parce que j'étais au chômage, j'étais divorcé, j'étais isolé. Mais voilà, ça m'a permis de continuer à avoir cette activité et ça m'a motivé. Et une chose entraînant une autre, j'ai commencé à travailler sur mon problème d'addiction en allant dans des réunions d'autosupport, des groupes de parole. Et l'un avec l'autre, je me suis aperçu, mine de rien, que la plongée venait m'aider. Donc pour moi, les deux étaient liés sans vraiment que je sache comment faire. Et en me rétablissant avec ces groupes d'autosupport, j'ai arrêté de m'isoler, j'ai arrêté de consommer de la drogue, j'ai recommencé à travailler, à mettre des choses en place, mais toujours, au début, c'était fonctionnel. C'était comme un job d'été, j'ai besoin de payer le loyer, remplir le frigo, voilà. Et je m'apercevais qu'à un moment, je pouvais plus faire le métier que je faisais à ce moment-là. J'étais serveur, même si j'adore ce métier dans les restaurants, à un moment, j'en pouvais plus. Et je suis allé voir un organisme de financement de formation pour leur demander si je pouvais avoir droit à des financements, dans quelles conditions, et cetera. Et alors la petite histoire, c'est qu'ils m'ont dit: «Eh bah, oui, très bien, vu votre dossier, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir un financement, en plus vous êtes dans, les cases où, c'est assez, pratique parce que vous êtes pas nombreux dans votre cas, tatati tatata. Qu'est-ce que vous voulez faire?» Et là, je regarde la personne, je dis: «Mais j'en sais rien en fait, je venais juste voir ce que je pouvais faire».
qu'est-ce que je peux faire comme formation? Et là, il me dit: «Mais ce que vous voulez». Et comme je faisais de la plongée, je dis: «Mais, je pourrais faire moniteur de plongée, c'est envisageable?» «Mais très bien, allez-y, faites ça». Et c'est comme ça que j'ai fait ça. J'ai lancé cette démarche. Donc je me suis investi dans cette démarche, j'ai eu le financement et je suis devenu moniteur de plongée. Sans aucune perspective ni, enfin perspective, non, sans aucun projet très défini autre que: «Je vais faire un truc qui me plaît». Merci pour ce pour cette histoire parce qu'effectivement, moi, je considère que c'est vraiment, toujours l'envie, le moteur, hein, toujours le plaisir, ouais, qui est premier en fait, dans un élan, où on a envie de faire bien les choses, de grandir avec et c'est pas toujours facile quand tout ça a été brouillé par, bah, voilà, socialement parlant, tout ce qu'on a, emmagasiné comme, diktats, sociaux, de définition de la réussite et c'est vrai que le plaisir est la meilleure manière de rentrer, dans son ikigai. Justement, est-ce que tu peux, nous expliquer en quoi, finalement ça ressemblait à un ikigai? Alors à ce moment-là, non, parce Mmh. que j'ai même pas la notion de ce qu'est un Ouais, ikigai quand je ouais. me lance dans cette démarche. Mmh. C'est vraiment, 5 ans plus tard que j'apprends déjà que le mot existe Ouais. et la signification du terme. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que, depuis que je suis en âge de travailler et que je travaille, j'ai jamais fait que ce qui me plaisait. Que les J'ai fait des boulots alimentaires, mais ça a jamais vraiment duré. Les professions que j'ai exercées ont toujours été, celles dans lesquelles je pouvais m'éclater et jamais avec une volonté de trouver un salaire ou une perspective de carrière ou quoi que ce soit. Donc c'est dans cette même démarche que, je suis devenu moniteur de plongée en me disant: «Bah, voilà, tout ce que je veux, moi, c'est, aller plonger, c'est tout ce qui m'intéresse». J'ai même pas réfléchi à, combien je vais gagner, quel appartement je vais prendre, comment je vais faire. Hem, Ceci dit, il y a déjà cet alignement plaisir, passion qui se fait, très Mmh. clairement, avec en plus un petit background, familial sur la plongée qui est là, mais qui m'interpelle, mais sans plus. Dans un deuxième temps, je vois très vite le lien que je peux faire entre, mon parcours de soins d'addiction et la plongée puisque, pour moi, aller plonger faisait partie, des choses qui me permettaient d'aller mieux par rapport à, ce que je vous disais, mon burn-out, on va appeler ça comme ça. Donc ça faisait partie de mon rétablissement et quand, 5 ans plus tard, je décide de suivre cette formation pour, former au protocole Baptismed dont j'ai entendu parler, je me dis: «Mais c'est ça qu'il faut que je fasse». Là, j'ai trouvé une formation complémentaire avec ce que je fais et qui en plus fait le lien avec, et ben, mon parcours personnel de soins, de rétablissement, de ce qui fait que je vais aller mieux. Donc je me lance là-dedans et les choses se font. Et quand je commence à développer, mon activité professionnelle d'indépendant autour de ça, c'est là que j'entends parler d'ikigai et c'est là que je réalise que j'ai mis les pieds dans un truc qui effectivement, c'est ça quoi. Je suis dans ma passion, je fais de la plongée, c'est aligné avec ce que je vis, je vais parler alors en l'occurrence, c'est un protocole de gestion du stress, mais dans les problèmes addictifs et de dépression, le stress est une composante fondamentale, donc ça fait le lien. Les gens en ont besoin et je peux gagner ma vie avec. Donc je me dis: «Mais ah tiens, j'ai mis le doigt sur quelque chose et voilà et on va voir par la suite que, ça je vous parle de ça, c'était il y a 3 ans maintenant. Il y a encore des choses qui font que je vais encore plus m'aligner et encore plus m'avancer dans cet ikigai. Donc il y a pas une volonté réelle et avouée de chercher l'ikigai, mais la conscience à un moment que tiens, je suis dans un parcours qui correspond à l'ikigai et plus j'avance, plus je remarque que, non seulement je suis dedans, mais tant que je reste dedans, ça marche. Mmh. Et c'est très intéressant parce que, finalement, pour moi, ça s'est passé aussi de la même manière, dans le sens où je disais souvent, c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir dans le théâtre de Molière. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est complètement aligné en moi et j'ai découvert le concept plus tard et je me suis dit: «Bah, effectivement, je suis dedans» et ça m'a donné aussi une méthode pour accompagner d'autres personnes. Mais effectivement, mon alignement s'est fait sans cet outil. Donc très intéressant. Quelles ont été, tes principales difficultés, pour concrétiser ton projet? Instinctivement, j'ai envie de dire que j'en ai eu aucune, Mmh. parce que tout était tellement évident que, quelles qu'aient été les difficultés matérielles ou organisationnelles, ça se posait pas en tant que difficulté. C'est pour aller là, il faut que je fasse ça et c'était une évidence. Le parcours s'est aligné, j'ai mis les choses en place et ça s'est fait.
A posteriori, ce que je dirais, c'est depuis que j'ai suivi le parcours de formation de Baptismed et que j'ai développé, donc mon entreprise autour de ça, la difficulté et l'erreur, ça a été de rester bien aligné avec ça. Comme c'est un protocole de gestion du stress, ma première idée et ma première envie, ça a été d'aller sur de la gestion du stress et de l'aide aux risques psychosociaux, au burn-out, au stress post-traumatique. En fait, je me suis aperçu que quand je mettais un pied sur le monde de l'entreprise, l'envie de développer mes prestations auprès des entreprises pour prévenir les risques psychosociaux, je suis moins dans l'aide à autrui que quand je vais sur du stress post-traumatique et du burn-out. Donc, il y a un truc qui est moins aligné avec moi et ça n'a pas fonctionné. J'étais dans une démarche plus mercantile, Ouais. même si c'est pas que ça, bien évidemment, mais j'étais dans une démarche plus mercantile et le résultat est que ça a pas complètement fonctionné. Je me suis aussi beaucoup reposé sur d'autres personnes, en leur faisant confiance sur, il faut que j'aille par là, il faut que je m'organise de telle manière et en arrêtant de m'écouter parce que c'était plus facile. Pas parce que les personnes étaient malveillantes ou plus fortes ou parlaient plus fort que moi. C'est ma responsabilité, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté d'écouter ce que j'avais au fond, et que, j'étais plus là-dedans. Donc si je devais résumer pour répondre à ta question, la grosse difficulté, c'est de bien rester aligné avec ce qui fait notre ikigai, avec qui on est, ce qu'on est, ce qui fait sens pour nous. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent faire sens, qui peuvent faire envie, c'est pas toujours évident. Je m'aperçois aujourd'hui que ce vers quoi je vais, euh, c'est pas quelque chose qui va me rapporter autant ou qui pourrait me rapporter autant que ce que je pouvais imaginer quand j'ai commencé à vouloir démarcher les entreprises. Mais c'est quelque chose qui va faire du sens et qui, je sais, arrivera à me faire vivre comme il faut, sans mettre encore une fois un objectif financier ou budgétaire devant. J'en veux pour preuve que plus d'un an après avoir commencé les démarches auprès des entreprises, j'ai entrepris une démarche de certification de patient expert en addiction et que depuis 6 mois, j'ai réaligné, réorienté toute ma communication, tout mon démarchage, toute mon activité et comment on dit? Ma prospection, de mes prestations autour de ça et ça s'aligne et ça fonctionne, en fait. J'ai pas d'autre explication de dire qu'à partir du moment où je suis revenu à ce qui fait qui je suis, par quoi je suis passé, la plongée, l'addiction, aider les autres, ça marche. À partir du moment où j'étais dans la plongée, le stress qui me parle moins et bon, allez, essayer d'aider un peu les gens en entreprise, mais vendre des prestations, c'est marrant, ça marchait moins bien. Par contre, si je suis là-dedans, bah, bizarrement, clac, j'ai des rendez-vous, j'ai des réponses, j'ai des retours, c'est plus fluide, c'est plus simple. Donc la grosse difficulté, oui, c'est de rester bien aligné et de prendre ce temps et ces moments de, le recul, se retrouver et se retrouver et être, ouais, face à soi et pas se laisser, je sais pas comment dire. J'ai eu peur de me faire confiance. Mmh. Donc je me suis reposé sur les autres. Mmh. Parce que j'avais besoin de conseils techniques, parce que j'avais besoin de conseils, organisationnels et qu'à un moment, ma manière de voir était pas celle de professionnel. Donc je me faisais plus confiance et je partais sur des choses qui sont pas mauvaises, hein, loin de ça, qui sont, ce qu'utilisent tous les professionnels, tous les jours, mais qui étaient moins alignés avec ce que je suis. Donc à partir de ce moment-là, oui, je pense que j'ai un peu dévié de la route et j'ai pas eu les résultats escomptés. C'est l'analyse que j'en ai a posteriori. Sur le moment, j'étais à fond dans le truc. Sur le moment, je me dis: «Mais je me suis pas assez investi, je suis pas allé assez à fond, j'ai pas assez, bossé». Alors certes, j'ai peut-être pas assez bossé, mais pourquoi? Parce qu'au fond, quelque part, il y avait cette petite voix qui fait que j'y croyais pas complètement ou qui manquait la petite étincelle qui fait que, tiens, je vais pas aller jusqu'au bout du truc. Mmh. C'est très important ce que tu racontes pour moi. Je sais que, cette problématique de d'alignement, quand on est dans la construction du projet, c'est une tension vers laquelle on va toujours et qui est là. Et dès lors que, les personnes que j'accompagne rentrent dans le monde concret et commencent à vendre leurs prestations, il y a un immense risque de désalignement parce qu'à un moment, il y a: «Bon, bah, en même temps, il faut que j'en vive». Et il y a un stress qui va avec ça et souvent l'idée c'est d'aller vers les entreprises parce que les entreprises, voilà, ont de l'argent et qu'on peut, vendre ces prestations plus chères, disons-le, voilà, un peu clairement. Et c'est là où alors parfois c'est le bon endroit, mais bien des fois
pas forcément le bon endroit. Et il y a une partie du cerveau qui nous dit, bah ouais, tu pourras pas gagner ta vie si tu développes pas ton réseau d'entreprise. Et c'est là où il y a vraiment ouais, il y a un risque. Donc, ce que je conseille très souvent, c'est d'essayer dans la mesure du possible, d'avoir une activité professionnelle à côté qui nous permet d'avoir un mini édredon pour ne pas courir le risque de se désaligner et de rendre tout le travail qu'on a fait avant du coup non efficient et non opérationnel, parce que on sait que si on est désaligné à un moment, de toute façon ça fonctionnera plus. Mais c'est effectivement pas très facile, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup argent quand j'accompagne, parce que voilà, pour moi c'est pas tabou, c'est hyper important d'en parler. Voilà, certains disent que c'est le nerf de la guerre, quelque part c'est vrai aussi. Mais voir comment est-ce qu'on peut rester soi-même sans avoir l'impression d'aller mendier ou de faire des choses qui ne nous ressemblent pas et qui viendraient entacher complètement la pureté ou la justesse du geste qu'on essaye de mettre en œuvre, et qui nous est très cher, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi se faire du tort que de venir assombrir ou de venir réduire ou un projet qui au début parlait de notre plénitude et de notre désir profond et de la certitude qu'on avait qu'on pouvait y trouver quelque chose de fort. Je suis d'accord avec toi, c'est ça, hein. Tout ce que j'ai fait pendant la période où j'étais pas complètement aligné n'est pas acheté. Il y a encore des choses dont je me sers et qui sont super importantes pour développer mon projet. Mais ce qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est quand on a une entreprise, c'est comme, enfin voilà, à partir du moment où on monte une entreprise, où on fait une œuvre d'art, où on cuisine, où on a des enfants, il y a tout plein de gens plus ou moins bienveillants autour de nous qui vont nous donner des conseils, nous expliquer comment faire. Et au moindre manque de confiance, au moindre doute, eh ben, on va s'appuyer dessus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça veut pas dire que tous les conseils sont mauvais ou à jeter, ou que tous les conseils sont bons à prendre. C'est-à-dire que les conseils, il faut les écouter, il faut les peser. Et après, ensuite, il faut décider si on les utilise ou pas. Il y aura toujours tout plein de gens autour de nous pour nous dire, tu devrais faire ci, moi je serais toi, je ferais comme ça, etc., etc. La difficulté, c'est d'écouter l'outil qui nous propose, et ensuite de se retrouver avec soi-même pour décider si on l'utilise ou pas. Et de sortir du réflexe de oh là là, j'ai une inquiétude, je vais faire exactement ce que me dit cette personne parce que elle sait mieux que moi. Et à un moment, il faut aussi se faire confiance. Si elle sait mieux que nous, eh ben on va prendre l'information, et une fois qu'on a l'information, on sait autant qu'elle. Et à partir de ce moment-là, on est habilité, on est tout à fait légitime à prendre nos décisions. Je crois que c'est ce problème de légitimité, moi, qui a vraiment été difficile, en particulier sur la partie marketing, commercial, organisationnel, où je me sentais pas, non seulement je me sentais pas légitime, mais en plus j'aime pas ça. Mmh. Donc plus je peux m'en débarrasser, plus je peux reporter la responsabilité et le travail à quelqu'un d'autre, mieux c'était. Mais en l'occurrence, c'était pas la bonne solution. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé, on me disait au moins 3 posts sur Facebook. À l'époque, c'était Facebook qui était en vogue, et moi je ne connaissais pas l'outil. Ça m'apparaissait bizarre de communiquer comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir voir mes vrais amis en vrai, leur parler, et ça me semblait assez saugrenu, quoi, en fait, comme méthode de communication. Et donc il a fallu que j'apprenne, et c'était pas mon fort, et je me sentais extrêmement maladroite, et j'avais pas forcément oui, j'étais pas alignée du tout. Quand on se force, on en fait des tonnes. Du coup, on perd du temps. Et puis je suis complètement d'accord avec toi. En fait, au fur et à mesure, on apprend que il y a de la place pour tout le monde, qu'il faut trouver sa manière, faut s'approprier sa manière d'exister, et qu'on n'est pas tous faits pour avoir un marketing digital, enfin moi que j'appelle très vite actif. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je le reçois, donc c'est pas comme ça que je fais pour moi. On va construire un tunnel de vente et on va dire qu'il reste plus que 24 heures pour prendre sa décision sur une promotion qu'on a faite. Enfin, ça me semble complètement antinomique avec tout mon discours. De même, le fait de communiquer, ça n'est pas évident quand on accompagne des personnes en burn-out qui, par définition, ont vécu trop de bruit quelque part, trop d'informations. Donc, on aurait envie de faire disparaître ça. Et en même temps, il faut aussi exister. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut savoir que nous, on est là et qu'on peut résoudre un problème et qu'on peut aider à aller mieux. Et ce paradoxe, c'est pas simple. C'est d'autant plus difficile que toi et moi, on travaille sur de l'humain. Et effectivement, ce marketing digital auquel je connaissais rien, Mmh.
m'a beaucoup fait peur et m'a complètement, enfin voilà, je sentais que c'était pas ça, mais j'avais essayé de faire confiance et je pense qu'il y a des choses à faire. Mais comme tu dis, ce tunnel de vente, cette oppression marketing, j'ai même eu une entreprise avec qui je travaillais qui m'expliquait que, la clientèle, c'est mathématique. Il y a un pourcentage de réponses, donc plus il y a de gens qui entendent le message, plus on a de chances mathématiquement d'avoir des clients. Je dis: «Ouais, effectivement, c'est statistique, c'est mathématique». Pardon, c'est pas je disais, c'est je me suis dit: Mmh. «C'est statistique, c'est mathématique, c'est logique, mais il y a un truc qui me chafouine, c'est pas comme ça que je vois les choses». Moi, c'est pas je veux pas convaincre mes 2 ou 1 de personnes qui vont voir le message. Je veux convaincre les gens qui m'écoutent. Mmh. Et encore quand je dis convaincre, au moins leur montrer ce que je fais et voir après si c'est aligné avec eux. Par contre, ce que je retiens, c'est que sur ce marketing digital, il faut être aligné avec soi-même. Ouais. Il faut être le plus honnête possible Ouais. et là aussi ça marche Mmh. et c'est la même chose avec nos futurs clients et nos prospects. Oui, tout à fait. Et moi, quand j'accompagne sur cette partie-là, je fais très, très attention à l'appropriation vraiment, de la personne dans son image, dans sa communication et oui, du coup, je ne fais pas partie des gens qui obligent ou qui ont une méthode toute faite parce que, par définition, elle ne fonctionne pas. Pire, elle est presque dangereuse, d'une certaine manière puisque, elle nous décale, elle nous oui, elle déaligne notre message et qui on est. Donc, effectivement, c'est chouette de sentir qu'on n'est pas seul. Comment, du coup, tu as fait pour les contourner, les transformer et faire avec? C'est Je dirais que j'ai d'abord tapé la tête bien dans le mur. Je suis Mmh. allé à fond dedans, Mmh. et qu'à un moment, ouais, j'ai décidé de prendre le virage. Alors la grosse différence, c'est qu'à plusieurs périodes dans ma vie, j'ai dû prendre des virages et que les virages que je prenais, c'était pas des virages, c'était des voies sans issue. Mmh. C'est-à-dire j'arrivais face à une difficulté, j'arrêtais tout et je prenais une autre route. Là, en l'occurrence, la grosse différence, c'est que c'est tellement aligné avec moi que, j'ai vu qu'à un moment dans cette direction, ça correspondait plus et que j'ai essayé autre chose et tout d'un coup, ça il y a eu une espèce de déclic, ça a fonctionné. Donc je me suis pas posé la question, j'ai continué à m'engouffrer dedans. C'est pas une volonté complètement réfléchie, ça s'est fait enfin je fonctionne à l'instinct, donc ça s'est fait à l'instinct. J'ai arrêté de communiquer d'une certaine manière sur les réseaux. J'ai arrêté de payer sur des publicités, de chercher à utiliser des tunnels de vente, j'ai arrêté de me mettre la pression à me dire: «Putain, j'ai pas fait mon tunnel de vente, j'ai Mmh. pas fait ma communication, j'ai pas ceci». J'ai dit: «OK, stop. Là, j'ai besoin de ça, de ça, de ça», et finalement, je me suis concentré sur les tâches qui étaient les plus faciles à me mettre à l'œuvre. Quand je suis, moi, me mettre à un bureau et faire de l'administratif, c'est une catastrophe. Je déteste ça. J'ai juste envie de jeter l'ordinateur ou, de prendre le téléphone et d'aller scroller ou je sais pas quoi. Et pourtant, pour certaines choses, monter mon dossier de financement pour la formation, monter un dossier de formation pour le patient expert et cetera. C'est des choses sur lesquelles je vais même pas me poser la question de: «Oh là là, ça va être compliqué». Mmh. C'est tout d'un coup, je fais: «OK, je veux ça, donc pour y arriver, il faut ça, donc je m'y mets». C'est la mécanique s'enclenche d'elle-même. Donc c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. C'est que tout d'un coup, sans même y réfléchir, les mécaniques grippées, j'ai arrêté de taper dessus et je suis allé uniquement vers les mécaniques huilées. Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est fluide. Ça me parle. Tiens, lui, je vais lui répondre. Tiens, lui, je vais le relancer. Ah oui, c'est vrai, il faudrait que j'envoie un mail groupé à tout ça. Ouais, ça me saoule. Je le fais pas. Tiens, je vais me concentrer là-dessus. Tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et petit à petit, eh ben, même si j'avais une montagne de tâches que j'aurais dû faire, et ben, il y a les 3/4 de la montagne que j'ai pas faite et je me suis concentré sur le quart où ça semblait encore une fois, le terme aligné me semble correspondre. Je me suis concentré sur les tâches qui étaient alignées et c'est fluide, en fait. Je pense que quand on est dans l'ikigai, on n'a jamais l'impression de travailler et à partir du moment où on n'a pas l'impression de bosser, ben, voilà, c'est top, hein. De toute façon, quand on fait de la plongée, les gens croient pas que vous bossez. Quand vous leur envoyez des photos de palmiers, ils disent que tu bosses pas.
Ouais, c'est ça qui est magique, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans le travail, qui a sa racine, alors, je sais qu'elle est contestée aujourd'hui, qui a bien d'autres racines, mais bon, en gros, on a tous appris, c'était l'ancêtre du tripalium, donc cet objet de torture. En fait, quand, voilà, on est dans son ikigai, on exerce une activité et comme on le fait bien, on est payé en retour. En fait, c'est tout simple, quand on y pense. Tu as parlé du patient expert. Est-ce que, tu peux en parler? Parce que je pense que c'est important, qu'il y en a pas beaucoup, que tu as, du coup, une vraie expertise là-dessus aussi. Alors oui, ça c'est la 2e partie de mon ikigai. Alors patient expert, c'est quelque chose qui s'est développé depuis, 10-20 ans au Québec et qui commence à arriver en France. Ça marche beaucoup pour tout ce qui est maladies chroniques et maladies longue durée, donc ça peut être aussi bien des problèmes, de diabète par exemple, que des maladies, psychiques et en l'occurrence de l'addiction. Moi, ma problématique, ma maladie, c'est l'addiction, donc je me suis orienté là-dedans. Le patient expert, le principe, c'est aussi on appelle aussi père aidant, c'est que c'est quelqu'un qui est passé d'une part par la maladie et d'autre part par le rétablissement ou par le soin. Souvent, on leur demande d'avoir aussi un projet professionnel, donc moi j'en ai un aussi, Mmh donc c'est plutôt mh. pas mal. Mmh. Le princi Ce sont des gens qui vont intégrer les équipes de soins, heu et qui vont faire un lien supplémentaire entre le patient et le corps médical. C'est quelqu'un qui, comme on m'a dit, a un double langage. C'est-à-dire, il parle aussi bien le langage du patient que le langage du médecin. Et il arrive à expliquer au médecin ce que ressent le patient, mieux que le patient ne pourrait le faire parce qu'il a peut-être pas envie de tout dévoiler, de tout expliquer, qu'il a de la retenue. Et à l'inverse, il arrive à expliquer au patient mieux que le médecin ce qui va se passer parce que il va l'expliquer avec ses mots qui sont pas forcément des termes médicaux ou avec une approche et une empathie peut-être un peu plus forte. Ce qui va Le fond du patient expert, c'est vraiment, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire, comme le patient expert a vécu ce que la personne, en face de lui est en train de vivre, il y a cette confiance qui se fait quasiment immédiatement. C'est: «Je suis passé par là où tu es, je sais ce qui va se passer, laisse-moi te décrire le chemin». Plutôt que, alors je schématise, hein, tous les médecins sont pas comme ça, mais plutôt que, «Monsieur ou madame, vous êtes malade, voilà ce que vous devriez faire et faites-le, sinon ça va continuer». Ce côté un peu, parfois dogmatique, avec une certaine distance que va réduire le patient expert. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer dans les parcours de soins des troubles de l'usage, ce protocole de gestion du stress par la plongée, pour aider les gens à, réduire ou résoudre leurs problèmes d'addiction. Et ce qui est génial, c'est que depuis que j'en parle, aussi bien auprès des professionnels de santé que des malades, que des associations, que tout le monde, j'ai des retours très positifs parce que, et ben, ça va dans le bon sens, en fait. C'est de la psychomotricité, «Ah oui, mais j'ai entendu parler de soft thérapie, mais là, effectivement, ça peut aller un peu plus loin. Ah oui, j'ai entendu parler de gens qui font de l'escrime pour aider, sur des troubles psy, mais là, la plongée, c'est encore autre chose» et cetera et cetera. Voilà, donc c'est là où je dis que, c'est aligné et que ça fait complètement sens parce que moi, la plongée m'a aidé à me guérir et qu'est-ce que je peux dire de mieux que si ça a marché pour moi, bah, ça peut peut-être marcher pour les autres. J'ai pas autre chose à proposer qu'une expertise, qu'une expérience, voilà. S'il y a un maître mot sur le patient expert, c'est ça, c'est le vécu, le savoir expérientiel, l'expérience de la maladie et de ce voyage à travers le soin. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, ça me semble évident parce que, voilà, plus je t'entends, plus je sens que il y a vraiment une épaisseur, un sens, très fort dans ce que tu fais, quelque chose de, ouais, une vraie envie, une vraie profondeur par rapport à tout ce que tu as pu, vivre, auparavant et ce que tu peux apporter aux gens. J'aurais envie de dire, est-ce que tu as appris des choses sur toi, sur la vie en général? Bon, c'est une très vaste question, mais est-ce qu'il y a des choses qui te viennent quand je t'en parle comme ça? Particulièrement non, j'ai envie de dire, on en apprend tous les jours sur soi, on en apprend tous les jours sur la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. J'apprends, ouais, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me regarder, j'ai appris à me rencontrer, à connaître qui je suis vraiment. Parce qu'un des problèmes avec les drogues et les addictions, c'est que, on oublie qui on est, on se perd, Mmh. on fuit, Mmh. on n'assume pas son identité.
profondes, ses envies, ses valeurs. Donc j'ai appris à découvrir ça. J'apprends tous les jours à les écouter. J'ai appris, que je ne savais pas tout et que je dois apprendre tous les jours. J'ai appris à des nouvelles valeurs, des modes de fonctionnement. Voilà, il y a pas un truc, j'ai pas une leçon, j'en ai 10 000 et j'en ai encore 10 000 à apprendre et tout ce qui m'intéresse, c'est de dire: «Ben, voilà les outils, voilà les leçons que j'ai apprises. Regardez, je vous les propose, je vous les montre, servez-vous. Utilisez-les si vous pensez qu'elles sont pertinentes et qu'elles peuvent fonctionner pour vous. Vous en avez en retour, je les prends avec grand plaisir et je vais faire la même chose». C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un plateau, j'ai une boîte à outils, je l'ouvre, je la propose. Servez-vous et gardez les outils qui vont fonctionner et qui font sens. Voilà, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai jamais fini d'apprendre et j'aurai jamais fini. Merci, mais la question méritait quand même d'être posée parce que tu as dit des trucs quand même super profonds, super intéressants. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être vraiment intéressés par ce que tu fais, au-delà de après la présentation qu'on a fait de ton activité, mais un conseil à ceux qui se posent des questions, qui sont pas bien dans leur job ou qui sont pas bien, quoi. Si ça va pas, faut aller vers ce qui nous fait du bien et pas ce qui nous fait du bien en nous isolant parce que, quand on consomme des drogues, au départ, c'est parce qu'on se sent mieux avec. Non, la drogue ne fait pas que du bien, même si elle en fait de temps en temps. Quand je dis: «Faut aller vers ce qui nous fait du bien», c'est les activités, dans lesquelles on va se sentir, léger et légitime. Moi, j'aime bien peindre, par exemple. Et ben, peigner. J'aime bien marcher. Ben, marcher. J'aime bien me promener dans la nature. J'aime bien cuisiner. J'aime bien ça me plaît et je me sens bien quand je fais ça. Voilà, des activités, des actions dans lesquelles on se sent bien et hors de chez soi et pas dans le numérique et pas dans des dynamiques addictives, dans des dynamiques d'ouverture. Alors ça va être paradoxal, d'ouverture vers l'autre, vers l'extérieur, bien évidemment, mais ça peut être aussi l'ouverture vers son intérieur, Mmh. de se regarder soi à l'intérieur. Je l'ai dit souvent dans ce podcast, j'ai fait des choses parce que je me posais pas la question. Allez vers les choses que vous faites sans vous poser de questions. Je pense que c'est ça, moi. J'ai fait de la plongée parce qu'à un moment, voilà, j'avais envie, point. Je suis devenu moniteur de plongée pour une seule raison, j'avais envie de plonger plus souvent. C'est très con, mais c'est aussi bête que ça. Et derrière, tout s'est aligné. Je me suis écouté, je me suis fait plaisir, j'avais envie de ça. Voilà, je dirais ça. Si, ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que ça rejoint aussi ce que je pense, dans le sens où l'idée c'est de trouver un travail au service de sa vie. Donc effectivement, si j'aime plonger, en accompagnant les gens, je trouve une manière de me faire du bien aussi, d'une certaine manière, d'être dans un endroit où je suis bien plutôt que dans un bureau fermé toute la journée à faire de l'administratif ou de la comptabilité, que sais-je. J'ai la même aversion que toi pour ce genre d'activité. Merci beaucoup, beaucoup, Sam, vraiment. De ton témoignage extrêmement fort. Je te souhaite de belles rencontres, une belle réussite. Voilà, on va dire que c'est pas négatif ce terme-là, bien au contraire. Ouais, ça me donne envie d'aller plonger un de ces quatre avec toi pour venir vraiment essayer aussi. Je pense qu'on a tous besoin de faire cette expérience de non-stress sous l'eau. Alors j'ai déjà plongé, mais pas dans cette perspective. Et comme on partage un goût pour la méditation, la déconnexion, voilà, ça m'a convaincue. Et si c'était le bon moment pour toi pour entreprendre ta vie, si tu ressens que quelque chose bouge, mais que tu ne sais pas encore si tu es prêt à te lancer, je t'invite à faire le test sur mon site, Cap sur Ikigai. C'est un outil simple, mais bien pensé, pour tous ceux qui ont le cerveau en popcorn ou qui se sentent un peu décalés. Ça t'aidera à y voir plus clair. À l'issue de ce test, tu sauras si c'est le bon timing pour toi, pour entamer un vrai travail d'introspection en tête-à-tête, en coaching ou via un bilan de compétences finançable via ton CPF, ou pour rejoindre un petit groupe et faire grandir ton idée, ta voix, ta réalité dans un bootcamp engagé et porteur. Ce test, c'est le premier pas. Pas pour changer de vie sur un coup de tête, mais pour t'en rapprocher, avec conscience. Alors si ça t'appelle, prends ce rendez-vous avec toi-même. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.